Censé vous parler de l'extrême droite en France et en Europe. Je voudrais, avant véritablement de rentrer dans le cœur du sujet, essayer de donner un essai de définition, ou plutôt de non-définition. Parce qu'à vrai dire, nous, politistes, nous collectionnons un peu les ouvrages donnant des définitions de l'extrême droite, et nous constatons que malgré la prolifération de la littérature scientifique, nous ne sommes pas d'accord sur une définition canonique qui fasse consensus de ce qu'est l'extrême droite. Est-ce que le terme extrême droite se réfère à des expériences historiques passées qui sont celles du fascisme, du nazisme et des régimes qui leur étaient associés? Oui, c'est parfois ça, mais ça n'est évidemment pas uniquement ça. Vous avez tout de même aujourd'hui un reflux très net du fascisme et du nazisme sous leur forme historique. Il existe bien évidemment des néo-fascistes, il existe bien évidemment des néo-nazis, mais à l'échelle de l'Europe, c'est une infime minorité, et à l'échelle de la France, le néo-nazisme est tout de même un phénomène de marge. Donc, si ça n'est pas ça, si ça ne renvoie pas à l'époque des années 30-40, qu'est-ce que c'est? Une idéologie qui prône le nationalisme, qui prône une forme de, Pierre-André Taguieff appelle ça Pierre-André Taguieff a essayé de donner une définition qui s'établit autour de la volonté de vivre entre soi. Donc l'hétérophobie, la phobie de l'autre, et puis d'un autre côté, la volonté de former une communauté nationale homogène dont seraient exclus toutes celles et ceux qui ne partagent pas le référentiel culturel et historique de la France. Avec cette manière apparue ces dernières années d'opposer les, entre guillemets, Français de souche, et de l'autre côté, les étrangers. Autre critère qui est souvent retenu pour définir l'extrême droite, l'autoritarisme, la volonté d'établir une société très hiérarchisée autour des valeurs d'ordre, autour d'une forme assez spécifiquement française, alors j'utilise un terme pompeux, mais de césarisme, si vous voulez, de ce qu'on a appelé l'esprit plébiscitaire, c'est-à-dire cette grande figure de Napoléon qui continue à dominer l'histoire de France et qui se poursuit dans les années 1890, 80-90, autour de la figure du général Boulanger et dans toutes les ligues des années 30 avec cette idée centrale que le peuple a besoin d'un chef. Voilà. Le peuple a besoin d'être conduit, qu'il a besoin d'être dirigé, que la démocratie représentative, c'est bien beau, mais que c'est un régime de faiblesse, que c'est un régime qui met l'accent sur les arrangements, les accords politiciens, et qu'au fond, le meilleur des régimes, c'est celui dans lequel s'établit un lien direct par le plébiscite, on dirait aujourd'hui le référendum, entre un dirigeant et le peuple. Mais pas n'importe quel peuple, pas n'importe quel peuple. Un peuple conçu comme une entité homogène. Dans le peuple de l'extrême droite, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de groupe d'intérêt, il n'y a pas de communauté. Il y a des gens qui sont censés être tous pareils et qui doivent transcender ou oublier leur situation de classe, leurs revendications catégorielles pour ne former qu'une seule unité. Bon, c'est une définition, c'est pas la seule. Aujourd'hui, on a beaucoup de collègues, principalement anglo-saxons, qui préfèrent utiliser le terme droite radicale pour définir ces partis politiques qui présentent les caractéristiques que je viens d'énoncer, mais qui sont insérés dans la démocratie, parce que ça, c'est un facteur extrêmement important. Quand on parle aujourd'hui d'extrême droite, on ne parle pas de partis marginaux
qui ne participent pas au processus électoral. On ne parle pratiquement plus de mouvements qui cherchent à conquérir le pouvoir par des coups de force. On parle de partis qui ont su prendre, après une longue période de marginalité, consécutive à la victoire des Alliés en 1945, qui ont su s'adapter aux conditions de la démocratie moderne. Et qui, à un moment donné, alors, ensuite on peut discuter pour savoir si c'est par tactique ou si c'est par conviction, qui ont décidé d'intégrer le jeu démocratique et de participer à la conquête du pouvoir par les élections. Alors, Marine Le Pen, aujourd'hui, et même son père avant elle d'ailleurs, ont toujours escompté conquérir le pouvoir par la participation à l'élection présidentielle. On n'a pas connaissance d'une tentative de coup d'État que ce parti aurait fomenté, même ce Jean-Marie Le Pen, pour prendre le pouvoir par la force. Et en Europe, il en est ainsi de tous les grands partis que, on va dire d'une manière un peu rapide et journalistique, on associe à la famille d'extrême droite. Si j'ose dire, le drame de la Hongrie, c'est que M. Orban est venu au pouvoir par la voie des urnes, qu'il a été confirmé au pouvoir par la voie des urnes, et qu'il est possible, voire probable, qu'en avril 2022, lorsque les prochaines élections législatives auront lieu, Viktor Orban soit également confirmé par la voie des urnes. C'est la même chose pour le parti Droit et Justice en Pologne, qui est un parti démocratiquement élu par les Polonais, et ma foi, on n'a plus beaucoup de traces en Europe de mouvements qui cherchent à imposer leur agenda par la force. Des mouvements d'extrême droite hyper violents et qui cherchent à la rigueur à conquérir le pouvoir par la rue sont très très peu nombreux. Le dernier dont on a eu connaissance et qui a été autre chose d'un groupuscule, c'est l'Aube dorée grecque, qui pour le coup était une formation qui avait une façade démocratique avec des parlementaires au Parlement national, des parlementaires européens à Bruxelles, et qui avait, j'allais dire en arrière-plan, une structuration paramilitaire et des activités qui étaient des activités non seulement violentes, mais qui envisageaient l'hypothèse du coup de force. C'est d'ailleurs en tant qu'organisation criminelle que le gouvernement grec a mis en procès l'ensemble des parlementaires et des dirigeants de l'Aube dorée et les a condamnés à de lourdes peines de prison qu'ils sont en train de purger. Mais enfin, majoritairement, si vous voulez, moi ce que je retiens quand même de la période qui va du milieu des années 80 à aujourd'hui, c'est que un phénomène politique qu'on avait cru mort et enterré après 1945 a su s'adapter aux conditions nouvelles de la modernité politique, y compris, et c'est extrêmement important, d'abord à l'ère télévisuelle. Vous vous souvenez sans doute pour certains d'entre vous du premier débat politique de Jean-Marie Le Pen à la télévision, hein, 7 heures de vérité, je crois 1984. Eh bien, on avait finalement un dirigeant là qui avait été habitué à faire de la politique à l'ancienne. Il avait commencé avec le mouvement Poujade, où on faisait encore des meetings de préau d'école, des meetings d'estrade, et il a finalement bien pris le tournant télévisuel, et on voit que ces partis ont su, leurs leaders, leurs cadres, ont su s'adapter aussi à cette nouvelle manière de faire de la politique, qui consiste à s'adresser aux électeurs potentiels par la radio, par la télévision. Et puis, l'extrême droite européenne a pris aussi, et ça c'est extrêmement important, le tournant des nouveaux médias. Je rappelle quand même qu'en 1996, c'est le Front National de Jean-Marie Le Pen qui est, à quelques mois près, je vous l'accorde avant les Verts, le premier parti politique français à lancer un site internet. Et puis ensuite, l'arrivée d'une jeune génération de militants leur a permis de se montrer aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux qui apparaissaient. Facebook, Twitter, et aujourd'hui, puisqu'on a une actualité ces derniers jours en France qui est faite d'un certain nombre d'interpellations dans les milieux dits d'ultra-droite, je vais y revenir, on voit des bribes d'informations que la police ou le parquet veut bien lâcher, que ces interpellations ont lieu
grâce à l'action de nos services de renseignement qui regardent sur Telegram ce qui se passe. Parce que beaucoup des groupes les plus, pour le coup, les plus radicaux, les plus complotistes, les plus engagés dans potentiellement la voie d'action illégale, sont présents sur Telegram, mais aussi sur d'autres réseaux moins répandus. Donc, moi, je retiens ça, une grande capacité d'adaptation qui, j'allais dire, force aussi ceux qui combattent cette idéologie à ne pas en avoir une vision réductrice, c'est-à-dire à ne pas penser que l'extrême droite est crispée sur son histoire, qu'elle est crispée sur les modes d'action traditionnels et qu'elle ne peut pas évoluer. Elle est composée aussi, je le vois dans la jeune génération, parce que moi je le fais aussi par entretien et par rencontre avec les acteurs, j'ai un certain nombre d'interlocuteurs qui sont des gens de leur temps, sont des jeunes de leur temps. Et c'est ça sans doute un des phénomènes les plus paradoxaux pour nous qui ne sommes pas issus de ce milieu, c'est qu'on peut aujourd'hui être militant d'Action française et être moderne, et pas simplement porteur du flambeau de la mémoire de Charles Maurras. Les identitaires ont été sans doute les plus actifs dans le développement d'une propagande politique qui a presque exclusivement reposé sur l'utilisation intensive des réseaux sociaux, y compris en mettant en scène en temps réel leurs interventions militantes. Vous vous souvenez peut-être, pour certains d'entre vous, de leur éruption, je crois que c'était dans un fast-food de la région lyonnaise, où des militants portant des masques de cochon avaient donc envahi ce fast-food et avaient filmé en temps réel leur action. Ce qui fait que, à peine l'action terminée, tout cela se retrouvait évidemment sur les réseaux sociaux, avec une audience qui n'était absolument pas négligeable. Le bloc identitaire a eu véritablement une stratégie de communication digitale qui était pensée par des gens qui étaient jeunes, qui étaient parfois des professionnels du secteur, des gens qui avaient d'excellentes connaissances dans ce domaine, et qui avaient véritablement misé sur le fait que, comme ils étaient peu nombreux, parce qu'au fond, ça n'a jamais été que 800, 1000 personnes et sympathisants au maximum pour le territoire français, il leur fallait compenser leur infériorité numérique par une démultiplication du message, notamment sur les réseaux sociaux, qui touchent plusieurs centaines de milliers de personnes, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, c'est pas uniquement un sujet de nostalgie, l'extrême droite. Et ce qui me frappe aussi, c'est que même dans les thèmes qu'un petit peu partout en Europe, elle a su saisir, capter, il y a évidemment l'immigration et le lien qu'elle pose avec l'insécurité, il y a évidemment la question de l'identité, mais il y a aussi des sujets qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus sociaux, et dont, à vrai dire, on peut déplorer que la gauche, peut-être, les ait un petit peu délaissés. Moi, l'avant-dernière fois que j'ai interrogé Marine Le Pen sur ses intentions de programme pour la présidentielle, elle m'a pas tenu un discours qui reposait uniquement sur le couplet immigration-identité. Elle m'a parlé de la conquête du vote des seniors, et elle m'a parlé en particulier de quelque chose que je considère comme étant un vrai problème massif, qui est l'apparition de ce qu'on appelle les retraités pauvres, c'est-à-dire des gens qui, arrivés à l'âge de la retraite, n'ont plus, en termes de pension qu'ils reçoivent, de quoi vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Donc vous voyez, une capacité à s'emparer aussi de sujets liés à la mondialisation. Quand Marine Le Pen, mais c'est vrai dans d'autres pays, pour d'autres leaders, quand elle se rend à la porte d'une usine qui va fermer, parce que le fonds de pension qui la détient, ou la direction de la société, a choisi de délocaliser, après avoir au passage empoché les aides de l'État, bien évidemment, et sans les rendre, décide de délocaliser pour aller dans un pays où la main-d'œuvre est à plus faible coût,
Eh bien, quand Marine Le Pen se déplace à la porte de l'usine en question et distribue ses tracts, elle s'empare d'un sujet, on va dire a priori, elle est à contre-pied. Elle est à contre-courant de ce qu'on imagine être sa formation, mais elle envoie aussi un message qui touche les classes populaires, puisque aujourd'hui, parmi les ouvriers qui votent, et je dis bien parmi les ouvriers qui votent, c'est une distinction très importante, la majorité ne vote plus, c'est le Rassemblement national qui est en tête des votes. Donc une capacité à toucher des publics nouveaux, en s'emparant de thèmes nouveaux, qui ne sont pas les thèmes traditionnels sur lesquels on attend l'extrême droite. Une autre chose très intéressante, c'est que quand vous ouvrez les journaux, et quand vous regardez la télévision, et bon, je participe à mon corps défendant peut-être à ce phénomène, vous avez l'impression dans les reportages sur l'extrême droite qu'elle est en progrès partout. D'ailleurs, un terme que j'aime pas du tout, mais que je retrouve dans beaucoup de reportages, y compris ceux auxquels je participe, parce que c'est pour moi qui fais les titres, c'est la vague d'extrême droite en Europe. La vague. Ben, en fait, il n'y a pas de vague. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important, parce que vous quand même donner une tonalité positive, à un moment donné, aux propos sur le sujet. Non, l'extrême droite ne monte pas partout. Oui, il existe des pays où elle recule. Ce qui serait intéressant d'ailleurs. Il marche le micro, non? Il ne marche plus. Ah bon. Vous l'avez peut-être appuyé. Alors je n'ai appuyé nulle part, en fait il n'y a pas de bouton. Bon, alors en attendant, on va faire sans le micro. Je pense que ça devrait temporairement faire l'affaire. Non, je vous disais, ce qu'il y a d'intéressant, y compris d'ailleurs du point de vue de la gauche, qui devrait analyser ça de manière beaucoup plus systématique, c'est que l'extrême droite recule dans bon nombre de pays. Quelques exemples. Il vient d'y avoir des élections législatives en Allemagne qui ont vu la victoire assez inattendue du SPD, et qui ont vu l'alternative pour l'Allemagne, qui est le parti le plus à droite sur l'échiquier politique allemand, ayant quelque audience, ramené à 10% des voix, ce qui est, bon, je vous l'accorde, encore considérable, mais malgré tout avec un recul. Il y avait, au mois de septembre, des élections législatives en Norvège qui ont vu le retour au pouvoir de la gauche, et lors desquelles le parti nationaliste, xénophobe, anti-européen, qui s'appelle le Parti du Progrès, a été laminé et a été ramené à son étiage de 1995. Et il y avait au Danemark, dimanche dernier, des élections municipales qui ont vu Copenhague rester à gauche. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que pour la première fois en 100 ans, ce ne sont pas les sociodémocrates qui sont arrivés en tête à Copenhague, mais la gauche alternative. Les sociodémocrates vont conserver la mairie, mais la liste de gauche alternative est arrivée en nombre de voix assez largement en tête, et le parti du peuple danois, qui est la formation nationaliste, xénophobe, anti-immigration, dont la puissance a été assez considérable depuis une vingtaine d'années, est ressorti de ces élections totalement laminées. Donc, nous n'avons pas uniquement matière à déplorer, nous avons aussi matière à analyser ce qui s'est passé aussi en Italie, où le Parti démocratique, qui peut ne pas être l'idéal de gauche de tout le monde, c'est une social-démocratie assez molle, mais enfin tout de même, c'est préférable à Matteo Salvini, où le Parti démocratique a remporté aussi la plupart des grandes. De nouveau, ça ne marche plus. Allez, les pieds sont neuves. Toujours pas.
Si. Donc, où le Parti démocratique italien a remporté cet automne la mairie de l'immense majorité des grandes villes, avec des revers assez éclatants pour la droite de la droite, notamment à Rome, qui était censé tomber dans l'escarcelle d'un militant d'un parti qui s'appelle Fratelli d'Italia, les Frères d'Italie, parti extrêmement à droite, et où finalement, contre toute attente, le candidat de la gauche l'a assez largement emporté. Donc, moi, ça m'intéresse quand même bigrement de voir dans les prochaines années si jamais on n'est pas à la fin d'un cycle, à la fin du cycle qui aurait commencé, enfin, qui commence pour moi au milieu des années 80, avec la montée de cette extrême droite à la fois populiste, xénophobe, nationaliste, anti-européenne, et qui est peut-être dans un certain nombre de pays en train de s'effriter. Et je vais même aller plus loin, qui est en train de s'effriter, y compris dans les pays d'Europe orientale où on a tendance à dire c'est là que ça se passe. C'est moins simple que ça. Il y a actuellement en Europe centrale et orientale un modèle qui devient un petit peu modèle de référence, y compris pour un certain nombre de nos protagonistes français. Je pense à Éric Zemmour, à Marion Maréchal, par exemple. Vous savez qu'ils sont allés assez récemment à Budapest pour rencontrer Viktor Orban. Ce modèle, c'est celui de la démocratie libérale. Le modèle de la démocratie libérale qui est quelque chose de différent de l'extrême droite. On peut le définir ainsi, c'est une démocratie formelle dans laquelle on vote, dans laquelle le pluralisme politique est garanti, mais où en même temps, on a une très forte verticalité du pouvoir, où la séparation des pouvoirs, notamment entre l'exécutif et le judiciaire, est mise à mal. C'est la raison pour laquelle la Pologne est mise sous surveillance par l'Union européenne au titre de l'article 7 du traité, et où on va dire, on a effectivement, oui, une démocratie formelle, mais où en même temps, le pluralisme médiatique est aussi largement battu en brèche, et où, de manière générale, le débat politique devient véritablement tellement polarisé, tellement âpre, voire tellement violent, que on a véritablement des gouvernants qui désignent la partie de la population qui ne vote pas pour eux comme non pas des adversaires, mais comme des ennemis. C'est exactement la manière dont M. Kaczynski ou M. Orban traitent leur opposition. Mais même là, il y a des réactions de la société civile et des signes dans la vie politique qui montrent que il pourrait se passer quelque chose. L'opposition hongroise vient de choisir son candidat commun pour les élections législatives d'avril 2022, en même temps que l'autre présidentielle. Et Viktor Orban va donc être confronté pour la première fois à une opposition à la fois extrêmement hétéroclite et qui aura un chef de file. Signe intéressant aussi, toutes les capitales des pays de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, toutes ces capitales ont aujourd'hui des maires qui sont de centre-gauche ou de centre-droit, mais libéraux. Libéraux sur les questions économiques, mais aussi libéraux sur les questions sociétales. Et qui ont conclu entre eux une sorte d'alliance qui s'appelle le Pacte des villes libres, qui est quelque chose de très intéressant, parce qu'il essaye de formaliser des échanges entre toutes les oppositions libérales de l'ensemble de cette partie de l'Europe, opposition libérale qui a quand même derrière elle une bonne partie de la population des villes, une bonne partie de la jeunesse, ce qui reste de la société civile, et tous ceux, on va dire, qui commencent aussi à trouver que 20 ans de Viktor Orban, c'est bien gentil, 20 ans de Kaczynski, mais enfin, ça commence à faire un petit peu beaucoup.
Donc, tout espoir n'est pas perdu. Le véritable problème de ces pays, c'est qu'ils sont davantage que les nôtres coupés en deux. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la population des villes, qui est beaucoup plus tournée vers l'Europe, en tout cas vers l'international. Vous savez qu'en Pologne, il y a 1 million de personnes qui se sont expatriées, beaucoup au Royaume-Uni, d'autres en France, ou en Allemagne ou ailleurs, et qui voient que ça bouge un petit peu, et qui ont envie aussi que leur pays bouge. Bref, on a une très très forte division entre les villes et les campagnes, entre une population âgée et une population jeune. On a un déclin démographique très prononcé. Il y a actuellement en Hongrie 9 millions d'habitants. Si les projections se réalisent, en 2050, il n'y aura plus que 6 millions et demi. Tellement l'immigration est forte, tellement la pyramide des âges n'est pas positive. Donc, vous voyez, tout changement n'est pas à exclure, et moi, je voudrais vraiment, passer maintenant au sujet ultra-droite, qui est l'autre versant de mon intervention, en vous disant, attention, ne noircissons pas le tableau, et regardons aussi, ça me paraît fondamental, dans les expériences étrangères, pourquoi finalement, c'est peut-être en France que le total cumulé des différents candidats anti-immigration, les candidats de la droite dure et de l'extrême droite, c'est peut-être en France que le total de ces candidatures sera le plus élevé. Pourquoi c'est chez nous? Parce que tout de même, si on fait sigma des intentions de vote pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour, on arrive à un pourcentage qui est assez considérable. On arrive très clairement même au second tour, quel que soit le cas de figure. Alors Éric Zemmour est donné bien en dessous aux élections encore de second tour, mais Marine Le Pen monte dans certaines enquêtes d'opinion jusqu'à 45% des voix. Et 45% des voix, alors c'est à la fois beaucoup et c'est pas assez. Et c'est un petit peu ça aussi qui crée les phénomènes dont je vais vous parler ensuite. En 2017, Marine Le Pen fait 33%. Déjà, première réaction, 33%. Après un débat d'entre-deux aussi catastrophique que celui que vous et moi avons vu, moi je trouve que c'est beaucoup. C'est signe que les électeurs sont pas très rancuniers finalement. Et si c'est 45%, mais même si c'est 42%, même si c'est 40% en 2022, ce sera toujours une progression. Et il y a beaucoup de candidats qui aimeraient bien progresser de 7 à 10% d'un scrutin à l'autre. Mais ça n'est pas suffisant parce que l'élection présidentielle se gagne à 50% des voix plus une, et que par ailleurs, ce parti ne réussira pas, tant qu'il n'y aura pas de proportionnel quasi intégral, à décrocher autre chose qu'un strapontin d'honneur au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc il y a une frustration qui s'exprime chez des gens dont il ne faut pas minorer le vécu. Les militants du Rassemblement national, les électeurs réguliers du Rassemblement national sont des gens qui se battent vraiment pour le pouvoir. Pour certains, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils donnent. À un moment donné, ils voient quoi? Ils voient 33%. Ils verront 40, peut-être davantage, mais rien au bout. Rien au bout. Et ça déclenche une énorme frustration. Ça déclenche d'autant plus une énorme frustration que, évidemment, la dirigeante de ce parti, comme son père avant elle, promet la victoire. Le résultat, c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, une partie des militants et des électeurs frontistes qui se disent, il y a quelqu'un de nouveau dans le paysage. Et ce quelqu'un de nouveau, il a peut-être une chance de décrocher la timbale là où finalement toutes les enquêtes d'opinion nous disent que Marine Le Pen va échouer. Alors tant pis si c'est pas à 100% le programme. Tant pis si ça coche pas totalement toutes les cases. Mais la volonté d'un certain nombre d'électeurs frontistes de voter pour Éric Zemmour en 2022, c'est aussi le résultat de cette frustration-là. Le deuxième phénomène intéressant, c'est qu'il y a des déçus de Marine Le Pen, qui sont non seulement des frustrés du fait qu'elle ne gagne pas, mais des gens qui considèrent que sur le plan des principes, sur le plan de l'idéologie, elle a trahi.
qu'elle a bradé les fondamentaux. Et que, par ailleurs, finalement, elle a engagé son parti dans une voie qu'elle appelle dédiabolisation, qui fait du RN aujourd'hui un parti à peu près comme les autres. Et par conséquent, il faut changer de braquet, il faut aller plus loin. Et puis, de toute façon, la voie électorale, c'est pas la bonne. Parce que, chez les plus radicaux des militants d'extrême droite, outre un mépris fondamental pour la démocratie représentative, il y a aussi la constatation pratique, c'est-à-dire quand on passe par les urnes, on n'y arrive pas. Alors, si on ne peut pas y arriver par les urnes, on peut peut-être y arriver autrement. J'en arrive à l'ultra-droite, puisque vous savez que ces derniers jours, on a toute une série d'interpellations dans ces milieux qui, eux, ne souhaitent pas vraiment participer au processus démocratique et qui sont beaucoup plus intéressés par une question fondamentale. Il y a le grand remplacement, on considère que c'est une réalité, on considère que c'est fait, donc on est déjà minoritaire dans notre propre pays. Comment on fait pour reprendre les commandes? Bah, par les urnes, non, ça marche pas. Alors, après ça, évidemment, on a toute une série de petits groupuscules qui s'agitent, beaucoup sur les réseaux sociaux, certains qui dépassent le stade des réseaux sociaux et qui fomentent des actions, certaines sont violentes, qui stockent des armes, c'est le cas d'un certain nombre des gens qui ont été interpellés ces jours derniers. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent passer à l'action? Pourquoi est-ce qu'ils veulent stocker des armes? Bien parce qu'ils sont convaincus que cette question du grand remplacement de la population française, il va falloir la régler. Et qu'il va falloir la régler en reprenant le contrôle d'un pays dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Alors comment on fait? Eh bien, au besoin, on le fait par la force. La question du grand remplacement, quelle est sa réponse? Le grand remplacement, c'est la théorie que Renaud Camus et d'autres, que les identitaires notamment, décrivent comme étant la réalité de la France. Comment on fait pour que les, entre guillemets, Français de souche reprennent le contrôle de leur vie, de leur histoire et de leur territoire? Peut-être qu'effectivement, on arrive au pouvoir et puis qu'on dit demain, on va faire voter une loi. Cette loi, elle va enlever la citoyenneté française à tous les, entre guillemets, Français de papier, terme assez courant dans cette mouvance. Puis on les renvoie. Oui, mais on les renvoie comment? On les renvoie où? Est-ce que les pays vers lesquels on les renvoie acceptent de les accueillir? Bon. Peut-être que non. Alors finalement, peut-être que la seule solution, c'est de s'armer et de les bouter dehors, comme disait Jeanne d'Arc, elle avait bouté dehors les Anglais. Il y a un vrai fantasme de la guerre civile raciale aujourd'hui, qui existe chez les plus extrémistes, chez les plus radicaux, j'allais dire chez les plus cinglés des militants d'ultra-droite. C'est un danger qui est pris au sérieux par nos services de renseignement. En témoigne l'accélération des coups de filet dans cette mouvance depuis quelques mois. En témoigne aussi le fait que pour la première fois, le parquet national antiterroriste s'est saisi d'un certain nombre des affaires relatives à ces groupes, et que par conséquent, on a bien un suivi judiciaire au titre du terrorisme, qui peut être un terrorisme individuel. On n'est pas dans le terrorisme de masse, on n'est pas dans la tentation terroriste de masse. Certaines boucles Telegram particulièrement virulentes ne rassemblent certainement qu'une dizaine de personnes. Mais l'histoire récente nous a montré, depuis Anders Breivik à Oslo jusqu'à Brandon Tarrant en Nouvelle-Zélande, qu'il suffisait d'un individu, fût-il seul, déterminé et planifiant correctement son action pour déclencher un massacre. C'est la raison pour laquelle nos services prêtent désormais une attention soutenue à cette mouvance qui était un peu passée, j'allais dire, à côté du radar, alors que la menace du terrorisme islamiste était la plus forte. Pour être très clair, avec les attentats de 2015, puis avec l'attentat de Nice en 2016, et avec ceux qui ont suivi, ceux qui ont eu lieu malheureusement, mais ceux aussi, ils sont très nombreux, qui ont été déjoués, les moyens des services de renseignement français étaient principalement consacrés, je vois, des moyens humains, des moyens financiers, à la lutte contre l'islam radical. On a peut-être, ils ont peut-être un petit peu plus
l'attitude maintenant, non pas que la menace islamiste radicale soit écartée, absolument pas, mais ils ont peut-être aussi un petit peu plus de latitude, avec des moyens supplémentaires, pour regarder ce qui se passe partout ailleurs, notamment du côté de l'extrême droite, du côté de l'ultra-droite. Donc, ces derniers jours, enfin, mon téléphone sonne toutes les 5 minutes avec des demandes d'explications sur ces différentes interpellations qui ont eu lieu. Là, ça s'est accéléré dans le courant de la semaine, il y en aura probablement d'autres. Moi, j'ai coutume de dire, et ce sera un peu mon mot de la fin, oui, il y a effectivement un risque qu'une partie de l'ultra-droite commette un jour un acte terroriste qui réussisse. Oui, il faut y faire, évidemment, y consacrer des moyens pour que ces personnes soient appréhendées le plus en amont possible de la commission de l'acte. Fort heureusement, pour l'instant, dans la plupart des cas, les services de renseignement ont quand même trouvé des gens qui n'étaient pas d'immenses professionnels et qui ont quand même une tendance très fâcheuse pour eux, tant mieux pour nous, de pas très bien tenir leur langue, hein, notamment sur les messageries Telegram, même quand ce sont des messageries cryptées. Moi personnellement, je ne décrypte pas les messageries cryptées, mais nos services le font, et ça permet d'arrêter, avant que ça devienne véritablement trop méchant, la plupart des tentatives. Donc oui, il y a effectivement une tentation à un moment donné que toute la rhétorique identitaire, que toute la rhétorique sur le grand remplacement, qui était un thème totalement méconnu il y a 15 ans, même il y a 10 ans, on en parlait très peu, ça n'avait pas atteint les plateaux de télévision. Toute cette rhétorique-là, elle fabrique du jusqu'au boutisme, elle fabrique des gens qui pensent que l'issue n'est pas dans le combat électoral, et elle fabrique des gens qui, à un moment donné, peuvent avoir la tentation de résoudre leur grand problème métaphysique, qui est la disparition de l'identité française, selon le HEV, par des voies qui sont des voies extra-légales et extrêmement peu sympathiques. Mais ne tombons pas non plus dans l'excès qui consiste à dire qu'il existe des armées de terroristes d'ultra-droite prêtes à bondir. Je veux dire, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit par exemple qu'en Allemagne, pays à la population à peu près équivalente à celle de la France, les services de renseignement estiment à 14 300 l'année dernière le nombre d'activistes, pour reprendre la terminologie locale, orientés vers la violence. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas simplement dans la mouvance pour brandir des pancartes et descendre dans la rue, et pour véritablement commettre des actions. En France, on estime que le chiffre est aux alentours de 3 500. Et fait très intéressant, il n'a pas bougé depuis 10 ans. Parce que c'est une mouvance extrêmement instable. C'est une mouvance dans laquelle il y a des gens qui entrent, mais dans laquelle il y a aussi beaucoup de gens qui sortent, et qui par ailleurs est une mouvance qui a une tendance traditionnelle à la sissiparité. C'est comme la paramécie, vous en avez une, puis à un moment donné, ça se sépare et vous en avez deux. Les groupes d'ultra-droite, c'est un peu pareil. C'est un petit peu le péché originel, mais même de l'extrême droite en général, querelle de chef, querelle d'ego, querelle d'argent qu'il faut pas négliger, bisbille idéologique, sectarisme, ce qui fait qu'au bout du compte, on a une mouvance qui en nombre de militants reste à peu près stable, mais notamment avec les nouveaux moyens de communication, une explosion en petite chapelle qui rend le service, le travail des services de renseignement assez compliqué d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'il y a un pullulement, mais en fait il n'y a pas davantage de gens. Voilà, donc on a un danger qui est réel, on a un État qui fait ce qu'il faut. Évidemment, et ce sera le mot de la fin dans le mot de la fin, la crise sanitaire et les manifestations contre le pass sanitaire posent un réel problème, puisque elles sont dans certains endroits un peu prises en otage par les militants d'ultra-droite ou d'extrême droite qui se grèvent dessus et les parasites. Et le corollaire de cette crise sanitaire et des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la crise sanitaire, c'est un développement exponentiel du complotisme, qui est une forme d'esprit contre laquelle, je l'avoue, c'est pas ma spécialité, je n'ai pas encore trouvé la parade. Parce qu'effectivement, on peut faire autant de fact-checking qu'on veut,
et on peut démonter de manière logique et argumentée tout ce que l'on veut de ce qui se dit dans la sphère complotiste, mais j'ai l'impression qu'il existe une partie de la population française, et c'est vrai ailleurs, vous avez vu des manifestations qui ont dégénéré aux Pays-Bas, en Allemagne, ailleurs, il existe une partie de la population qui n'est plus accessible au raisonnement étayé par des faits. C'est-à-dire qui sont des gens qui ont tellement perdu confiance dans toute forme de représentation, par les partis politiques, par les syndicats, par les élus, même d'ailleurs dans les associations de la société civile. Au fond, ils sont prêts à croire à peu près n'importe quoi, y compris les théories les plus absurdes, du moment qu'au bout, il y a la possibilité de dénoncer le complot des élites, avec si possible, évidemment, Big Pharma, la finance mondialisée, le nouvel ordre mondial et à peu près tout ce que vous voulez. Question qu'on peut aborder d'un point de vue progressiste, d'ailleurs. Mais qui, pour le coup, sont reprises par eux d'une manière qui ne l'est absolument pas. Voilà, j'en termine là.